Avant de commencer, je voudrais remercier particulièrement toutes les équipes du LH Forum pour leur accueil, la bienveillance. Ce sont des valeurs qui, vous le verrez certainement ou vous l'entendrez dans mon propos, sont des éléments essentiels dans la vie de la ruche. Avant de vous expliquer plus précisément qu'est-ce que c'est qu'une ruche et comment on y vit, le thème de mon intervention, c'est « Vous ne travaillerez plus jamais comme avant ». Je pense que ça ne surprendra personne, tout le monde le sait, les temps changent et le travail va être profondément modifié. Ce que je vais vous proposer, c'est aussi de découvrir une expérience qui peut vous permettre d'apercevoir comment demain vous pourriez travailler. Avant d'y arriver, il y a quelques années, on disait « d'où tu parles, camarade ?» et il fallait expliquer d'où on venait, donc je vais vous parler de la chose la plus importante au monde, c'est-à-dire de moi. Un jour, j'ai été manager, il y a 1000 ans, et les choses se passaient bien, tout allait bien, la vie était belle, les vacances des enfants, tout allait bien. Il n'y avait pas de souci particulier, hormis que progressivement, je me demandais véritablement ce que j'étais en train de faire de ma vie, et plusieurs fois, je suis certain que d'autres se sont posé la même question, je me suis dit que l'adolescent que j'avais pu être, rebelle, qui voulait changer le monde, s'il avait croisé le manager que j'étais devenu, je pense qu'il y aurait eu des explications de texte, et comme je commençais déjà à avoir du ventre, je pense que le jeune aurait certainement eu plus raison du vieux que l'inverse. Donc, en fait, le sentiment aujourd'hui des gens qu'on peut rencontrer dans la ruche et qui viennent nous voir, nous disent « je suis à la recherche de sens ». Et ce mot-là, à chaque fois, m'interpelle, cette recherche de sens, parce que, intuitivement, j'ai toujours senti que ce n'était pas la bonne explication. Personne n'a un métier qui n'a pas de sens. Par contre, il peut se produire à des moments, moi en particulier, parce que j'ai un peu de difficulté à parfois connecter avec des personnes, où on se retrouve dans un cocktail, tout seul au milieu, et ça a dû arriver à tout le monde, et désespérément, on commence à chercher du regard des gens, et on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et le temps passe, et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'est pas à sa place. Et je crois que le mot qui peut être le bon pour expliquer le malaise ou le mal-être que beaucoup de personnes peuvent vivre, c'est d'un coup, dans le cadre de leur activité, ils n'ont plus la sensation d'être à leur place. Donc moi, j'ai monté des entreprises, plusieurs entreprises, mais une entreprise en particulier, j'y viendrai à la fin de mon propos pour éclairer l'ensemble de la démonstration que je voudrais vous faire. Mais j'ai créé une entreprise qui était une entreprise sur le positif. Et on a, à cette occasion, bon, c'était des petites entreprises, c'était une agence, une toute petite entreprise, et on était 4-5 copains qui faisions les mêmes activités. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont devenues plus grandes. Il y avait Ashoka, il y avait Mosaic RH, il y avait Ladiv. C'était le tout début de l'aventure, et on s'est dit, on va se réunir, on était des copains aux quatre coins de Paris, on va se réunir dans un lieu, et on va le prendre suffisamment grand pour attirer d'autres personnes dans ce lieu, d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, la même vision, les mêmes expériences. Et on a découvert un lieu de 600 mètres carrés, ça a été un peu compliqué, on l'a découvert, on a créé une association, donc l'association, j'ai oublié de le dire, c'est une association loi 1901, qui avait 0 € de chiffre d'affaires. Quand vous vous approchez d'un local et que le propriétaire vous dit voilà, la caution c'est 400 000 €, c'est pas facile immédiatement à dégainer. Donc c'était un peu compliqué, mais on est arrivé. Et ces 600 mètres carrés, nous on en occupait, je crois, 200. Donc il en restait beaucoup pour les autres. On a fait venir plein d'entreprises. Et dès ce moment-là, on a tous ensemble, tous les locataires, quand je dis qu'on est locataires, c'est un point important. Notre modèle économique, c'est de louer des postes de travail. C'est-à-dire qu'on loue des mètres carrés à un propriétaire, et aux bénéficiaires, aux locataires, aux colocataires, on loue un poste de travail. Donc on était tous clients de notre espace de travail. On a, tous les locataires ensemble, défini ensemble les règles de vie de ce lieu-là. Et on est parti comme règle de vie, ou en tout cas comme valeur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas comme principe, de reprendre toutes les raisons qui nous avaient fait nous rapprocher et nous rassembler entre copains. Et ces raisons, d'abord, c'était la capacité qu'on pouvait avoir très rapidement à s'entraider sur des sujets. Je veux rencontrer un tel, j'ai ce problème juridique, j'ai ça, est-ce que tu sais faire? Et tout ça sur un mode non marchand. On était des copains, on n'allait pas lui dire je veux bien t'aider, mais ça coûte 1000. Donc les échanges entre les locataires étaient basés sur l'entraide et le non marchand. On donne du conseil, on donne des savoirs. Donc on en a fait un lieu d'open source sur l'ensemble de nos savoirs, ce qui, en prenant un peu de recul,
est quand même un formidable moyen pour les nouvelles entreprises qui viennent nous rejoindre, ou les TPE ou les startups, d'avoir accès à ce qu'ils n'ont pas et qui coûte extrêmement cher, c'est-à-dire des contrats, des conseils, de l'aide. Donc on pallie à la grande solitude de l'entrepreneur qui démarre. Ça, c'est le premier point, et on en a fait un principe aujourd'hui qui est assez simple, c'est que les gens qui rentrent dans la ruche, on regarde l'aspect positif de ce qu'ils font, hein, on regarde véritablement s'il y a un impact positif pour tout le monde, et ensuite, on leur propose, en entrant, de garder une partie de leur cerveau disponible, suivant la phrase célèbre, non pas pour regarder la publicité, mais pour aider les autres, et les autres sont exactement dans le même état d'esprit. Et on leur propose aussi assez régulièrement dans l'année d'animer des ateliers le soir où ils vont transférer les savoirs. La ruche aujourd'hui, c'est 60 entreprises. Et la ruche Paris, je viendrai après dans le développement du réseau des ruches. Je n'ai pas de slide avec des statistiques. Je pourrais vous dire que c'est plus de 300 entrepreneurs qui sont passés, des gens qui sont devenus des très grands modèles. Je finirai par un exemple de quelqu'un qui est parti aux États-Unis et qui va changer le monde de la surdité grâce à sa technologie. Mais c'est voilà, c'est 60 entreprises, c'est à peu près 120 salariés, c'est de l'open space. Tout le monde travaille dans un silence où chacun se respecte, et si quelqu'un, par mégarde, élève la voix, c'est la communauté qui, bien gentiment, vient lui demander de baisser le ton. Quand on reçoit des visiteurs, certains arrivent en parlant un peu fort, et aussitôt tout se régule. Donc c'est un système autogéré, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, il n'y a pas de vol. Tout est sur les tables, et c'est un endroit extrêmement intéressant aussi de ce point de vue-là. 60 entreprises, la caractéristique de la ruche, au-delà du fait que ça a été, là c'est la cuisine, le haut lieu de la rencontre, comme la machine à café dans des grands groupes, c'est un lieu qui est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que il y a 8 ans, ça a été le premier coworking en France qui s'est ouvert. Ça paraît incroyable, sachant que 8 ans après, sur Paris, c'est 120 espaces qui sont ouverts. En France, c'est plus de 400. Ils s'en ouvrent 2 ou 3 par semaine. Donc c'était vraiment un lieu qui a mis le là dans un univers qui était en pleine, qui allait exploser. Et finalement, nos aspirations à nous réunir étaient en fait un marché qui commençait à naître. Pour finir sur la vie de la ruche, je disais que les locataires, les colocataires, c'est comme ça qu'on les appelle, sont amenés plusieurs fois dans l'année à transférer des savoirs. Donc il y a aussi des ateliers un peu plus structurés que juste j'ai besoin de te demander un truc et est-ce que tu peux me le rendre immédiat. Et c'est 2-3 fois dans l'année, chaque entreprise vient donner un savoir sur l'Internet, dans des domaines aussi variés que, j'en sais rien, le marketing, la communication, le juridique. On invite aussi des entreprises extérieures, donc on a des partenaires qui viennent, qui nous envoient des avocats. On a une école d'avocats qui fait une permanence, et les élèves viennent, nos colocataires viennent leur poser des questions. S'ils ont la réponse, ben, ils la donnent. S'ils n'ont pas la réponse, ils repartent, les profs travaillent avec, et ils reviennent avec la réponse. Donc c'est une façon pour nous aussi extraordinaire d'avoir accès à un métier qui, en règle générale, dès que vous leur serrez la main, ça vous coûte 1 000 €. Donc là, on leur serre la main, on leur paye un café, et ils se mettent à travailler et à nous aider, et c'est formidable. La ruche Paris a, il y a 2 ans, eu la chance de voir arriver une très grande entreprise qui lui a proposé de l'aider dans son développement. Une des caractéristiques dans son développement territorial, une des caractéristiques des entrepreneurs que l'on héberge, sont des gens qui ont un profond sens de l'impact social, de l'ancrage territorial, et qui, malheureusement, donc sont des militants d'une cause, très souvent, qu'ils ont identifiée, et à travers leur savoir, ils essayent de le régler en ayant un modèle économique. Et peu, il y en a, mais assez peu, ont des ambitions géographiques. Ce qui fait que la ruche, on s'est rapidement dit qu'il fallait aller à la rencontre de tous ceux qui, en province, moi je suis provincial, j'ai le droit de le dire, hein, je suis béarnais, c'est pas tout à fait la France, mais c'est pas loin, on a le droit, on s'est dit on va aller à leur rencontre parce que ils veulent travailler chez eux et ils veulent essayer de développer leur activité dans le territoire. Cette grande entreprise est venue nous voir, ils avaient développé des incubateurs. Je vais la nommer, il n'y a pas de raison après tout, puisque c'est la RSE de Orange qui nous a accompagnés, qui ouvrait des incubateurs en Afrique.
Et régulièrement, on leur faisait le reproche de travailler sur le développement économique de pays lointains, mais ça serait bien aussi qu'ils agissent en France. Donc, au milieu des espaces de coworking qu'ils avaient identifiés, le nôtre était celui qui portait le plus les valeurs, finalement, de ce qu'ils avaient envie de soutenir. Et grâce à eux, on a pu ouvrir 2 autres ruches, une à Bordeaux, une à Marseille, et une troisième assez récemment à Montreuil, qui est une plus petite ruche, parce que c'est trop proche de nous. Et aujourd'hui, on est véritablement en train de se développer en France. Beaucoup de discussions avec des élus, beaucoup de discussions avec des entreprises qui veulent savoir comment on peut lancer une activité comme la nôtre, et comment on va réussir à trouver un modèle économique là-dessus. Je vais très rapidement, en 2 mots, vous dire qu'une ruche, Edgar Morin parle des improbables, j'en dis 2 mots, il dit que tout au long de l'histoire de l'humanité, il est arrivé de temps en temps, que devant, pas toujours, mais de temps en temps, dans des situations inextricables, il y avait une solution, une personne, un groupe d'individus qui arrivaient avec quelque chose de nouveau, qui arrivait à changer le cours des choses. La ruche, c'est véritablement un laboratoire des improbables. Ce sont des gens qui travaillent sur des modèles économiques, qui ne sont pas des rêveurs. On n'a pas de veste à franges, des flûtes dans le dos, des bottes avec des lanières. C'est véritablement des entrepreneurs. Et je vais vous donner un exemple, je terminerai par celui-là. C'est Sébastien Christian. C'est un type de 35 ans, totalement chauve, parce qu'il a 20 ans d'études. C'est un espèce d'énorme cerveau en intelligence artificielle et qui a pour hobby, qui est aussi orthophoniste, et il veut améliorer le monde de la surdité. Et dans le cadre de ses recherches, il voulait fabriquer un appareil qui serait un Shazam du sourd, c'est-à-dire qu'un appareil qui alerterait les personnes sourdes et malentendantes d'un bruit hostile, bris de glace, un chien qui aboie, un klaxon ou que sais-je. Et pendant des années, il cherche autour de ça, et personne, bien évidemment, ne veut l'aider parce que ce qu'il raconte, c'est incroyable. Enfin, partout dans le monde, apparemment, ça cherchait, mais c'était une utopie. Et on l'a donc hébergé, puisqu'on a tout un parcours d'incubateur qui est financé par des grandes entreprises qui nous demandent d'identifier des porteurs de projets, et ils sont prêts à financer leur hébergement, leur accompagnement. Et Sébastien Christian a un jour trouvé, et aujourd'hui, malheureusement, il est parti aux États-Unis, en France, Orange a compris, ils lui ont passé une commande, mais ils n'ont pas compris à quel point cette technologie allait changer finalement dans plein d'univers les choses. Et aujourd'hui, NTT au Japon vient d'intégrer dans tous les téléphones qui vendent cette technologie pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent être alertées. Voilà, on avait quelqu'un qui, à un moment donné, et c'est une innovation de rupture, c'est extrêmement rare, ça se produit de temps en temps, elle est née chez nous parce qu'on l'a aidé, encouragé, supporté, dans le bon sens de soutenir. Et c'est vraiment une histoire incroyable parce que dans plein d'autres univers, alors il est en train de développer dans l'industrie pétrolière, il installe des sondes maintenant qui vont détecter les fuites sur les tuyaux, enfin il y a des développements, et tous ces développements lui amènent suffisamment d'argent pour améliorer son produit sur la surdité. Donc le social business, les entreprises et nos univers, les deux sont totalement intriqués. Je crois profondément que les solutions ne seront pas de notre côté ou du côté des entreprises. Les solutions seront dans la rencontre de ces entrepreneurs idéalistes et des entreprises qui sont en recherche de solutions. D'ailleurs, c'est une forme de R&D qu'ils viennent chercher chez nous, et on en est tout à fait content. Et voilà, on ouvre le champ des possibles, on pense qu'on a une vraie vocation à maintenant déployer notre modèle partout en France. Et voilà, je voulais vous remercier. Je voulais vous dire une dernière chose. Ce matin, Laroutourou disait la solution, c'est nous. Je n'ai pas l'occasion de vous expliquer comment je suis parti de mon boulot et comment les choses ont changé, mais je pense véritablement que nous sommes les porteurs, en tant que consommateurs, en tant qu'acteurs, en tant que salariés, de porteurs de solutions qui sont infimes à notre niveau, mais qui, une fois qu'on est tous ensemble, c'est massif. Moi, j'ai organisé des collectes de dons dans des grandes entreprises, c'était mon boulot, à travers, vous savez, toutes les saloperies qu'ils essaient de nous fourguer, là. Les cadeaux, les coques en plastique pour les téléphones, les appareils photos qui sont fabriqués en Chine. Quand vous recevez ça, vous avez honte. Voilà. Et l'idée, c'était de dire aux clients, ce cadeau, plutôt que vous l'envoyez, il a une valeur, donnez-le à une association. Donc c'était parfois des cadeaux de 2-3 euros. Et on a collecté des millions d'euros avec tous ces trucs-là. Donc les clients
été, d'ailleurs, sur cette première opération, ont envoyé des milliers de mails à cette entreprise qui avait l'habitude de se faire insulter. C'était les gens qui étaient dans la téléphonie, donc les rapports sont extrêmement conflictuels. Et pour la première fois, ils ont reçu des mails, des milliers de mails de clients qui leur disaient « Je vous remercie de me considérer comme autre chose qu'un client ». Et voilà, c'était une très belle aventure. Donc la solution, c'est nous, elle n'est pas extérieure, on est l'embouteillage, on n'est pas dans l'embouteillage. Je vous remercie.